Le 12 octobre 2002, au large de la République dominicaine, une Française de 28 ans s'élance pour descendre à 171 mètres sous le niveau de la mer sur une seule inspiration. Et ce jour-là, ce n'est pas la descente qui va la tuer, mais bien la remontée. Accident, suicide, négligence, sabotage, tentative de meurtre, que s'est-il réellement passé au large de Bayahibe ce jour-là ? Voici l'histoire tragique d'Audrey Mestre. Bienvenue dans Courants Obscurs, le podcast de True Crime qui remonte les courants des grandes affaires marines. Aujourd'hui, on s'intéresse ensemble à l'histoire d'Audrey Mestre, avec un record d'apnée, une organisation contestée et une vérité qui ne fera jamais véritablement surface. Audrey Mestre naît le 11 août 1974 à Saint-Denis, en région parisienne. Plusieurs sources mentionnent qu'adolescente, elle souffrait d'une scoliose et qu'elle est obligée de porter un énorme corset très contraignant et que l'eau devient pour elle alors un espace de liberté puisque c'est l'un des seuls endroits où elle a le droit de ne pas porter son corset et que son corps est forcément moins contraint par la gravité lorsqu'il se trouve dans l'eau. Et puis il s'avère que son grand-père est un champion de chasse sous-marine, alors il la met souvent à l'eau depuis qu'elle est toute petite. Ce rapport intime à l'océan, presque thérapeutique, reviendra souvent dans les témoignages de ses proches. Audrey est décrite comme calme, réservée, discrète, mais cette douceur cache une détermination réelle. Cette combinaison d'ailleurs d'un calme apparent et d'une volonté inflexible est souvent ce qui permet d'aller loin et ce qu'on retrouve chez de grands champions d'apnée. Elle grandit dans une famille passionnée de snorkeling et de plongée. Et adolescente, à 16 ans, elle suit sa famille qui déménage à Mexico City, donc au Mexique, et elle finit par étudier la biologie marine à l'université de La Paz. Ce détail est important parce qu'il permet de bien appréhender le fait qu'Audrey n'est pas seulement une sportive attirée par l'adrénaline, elle est aussi quelqu'un qui comprend le milieu marin, qui l'étudie, qui s'y projette intellectuellement. D'ailleurs, à 21 ans, elle écrit une thèse sur comment le corps humain s'adapte pour survivre dans des profondeurs extrêmes. Elle explore assez précisément le phénomène du blue shift. C'est un phénomène physiologique qu'on retrouve normalement chez les mammifères marins et qui permet au corps de protéger les poumons lors d'une apnée profonde. Quand vous plongez, vous augmentez la pression que subit votre corps. En temps normal, quand vous êtes dans l'air, cette pression est de 1 bar, c'est la pression atmosphérique, et quand vous plongez, vous ajoutez 1 bar pour chaque tranche de 10 mètres de profondeur. Si vous allez à 100 mètres de profondeur, vous rajoutez 10 bars. Et votre corps, il est habitué à une pression de 1 bar. Et là, il subit une pression de 11 bars d'un seul coup, ce qui n'est pas rien. Typiquement, dans les pneus d'une voiture, on met en général entre 2 et 2,5 bars. Clairement, faire subir une pression de 11 bars à un corps humain, ce n'est pas anodin. Et c'est cette pression qui se ressent énormément sur certains organes, notamment les poumons, qui vont du coup se rétracter pour ne pas être écrasés par la cage thoracique qui est elle-même comprimée. Ce phénomène, c'est l'un des 3 gros réflexes d'immersion du corps humain lors d'une plongée, avec la bradycardie et la vasoconstriction périphérique. La bradycardie, en gros, c'est le ralentissement du cœur, et la vasoconstriction périphérique, c'est la façon dont s'organise le corps pour moins alimenter les extrémités, qui deviennent un peu moins importantes, et alimenter en priorité les organes vitaux, que sont le cœur, le cerveau, les reins, etc. Donc la bradycardie, la vasoconstriction et le blue shift, ce sont 3 réflexes d'immersion qui visent à optimiser la survie de ce corps humain lorsqu'il est immergé très profondément. Le blue shift, c'est un phénomène auquel la science s'intéresse depuis les années 50 environ. Donc, quand Audrey commence sa thèse, il y a quand même déjà pas mal de documentation et d'études à ce sujet, dont l'une réalisée sur le champion d'apnée No Limit, Francisco Ferreras, qu'elle prend donc comme sujet d'étude grâce à toutes les informations qu'elle trouve sur lui dans de nombreux articles de presse, dans les documentations de l'AIDA, la Fédération internationale d'apnée, etc., etc. Et en 1996, alors qu'elle se trouve encore à Mexico, elle voit une affiche l'informant du fait que Francisco Ferreras, qu'on surnomme Pipine, va plonger non loin de là, à Cabo San Lucas, et donc elle prend le bus et elle s'y rend. Elle assiste alors à des plongées d'entraînement. L'une d'elles sera tragique d'ailleurs, puisque le 2e jour, dans une plongée de routine, l'un des plongeurs de sécurité de Francisco Ferreras va trouver la mort. En tout cas, même si les événements de ces quelques jours sont loin d'être tous joyeux, Audrey et Pipine tomberont follement amoureux, et cet amour dans l'affaire, il est un peu
controversée parce que Pippin, il est beaucoup plus âgé qu'elle, il a 12 ans de plus. Et en plus de ça, c'est un peu le crush d'étudiante d'Audrey. Elle est fascinée par lui, par ses exploits, par son personnage. Elle l'a étudié, elle en a fait son sujet de thèse. Elle est vraiment fascinée. Et certains diront que c'est quasi impossible de développer une relation saine sur de pareilles bases. Mais il y a quand même énormément de témoignages de personnes qui les ont côtoyés et qui disent que entre eux, c'était une évidence, qu'ils irradiaient l'amour et que ça ne faisait aucun doute qu'ils étaient éperdument épris l'un de l'autre, que c'était des âmes sœurs, pas nécessairement une relation d'emprise. Ils commenceront très rapidement à parcourir le monde et les mers ensemble. Mais avant de vous raconter tout cela, je vous propose de nous intéresser davantage au personnage de Francisco Ferreras, alias Pippin. En 1996, lorsque Audrey rencontre Francisco Pippin Ferreras, il a 12 ans de plus qu'elle. C'est un apnéiste déjà légendaire, souvent décrit comme charismatique, intense et obsédé par la profondeur. C'est un peu difficile d'établir vraiment un profil humain et psychologique de Pippin parce que beaucoup du contenu qu'on trouve à son sujet a été produit et réalisé par lui-même. Et c'est très romancé, très enjolivé parfois. Et en plus de ça, il y a des témoignages de tiers qui disent qu'il était plutôt un peu mytho, un peu mégalo. Il a embauché d'ailleurs une écrivaine pour l'aider à écrire sa biographie. Et elle-même nous dit dans les reportages de l'ESPN qu'elle le trouve un petit peu mythomane et que c'était très difficile pour elle d'écrire le livre d'une personne dont elle ne croyait pas la moitié de ce qu'il lui racontait, quoi. Elle donne notamment pour exemple une anecdote où il lui raconte que il était enfant, il plongeait en apnée pour chasser du poisson et là il s'est retrouvé nez à nez avec un sous-marin soviétique au large de Cuba. En termes de profondeur, de probabilité historique, etc. Est-ce que c'est crédible? Je ne sais pas, je n'y étais pas, mais je vous laisse vous faire votre propre idée et elle en tout cas y croyait pas du tout et donc c'est pour ça que c'est un peu difficile de démêler le vrai du faux sur la personnalité de Pippin. D'un côté, on a plein de choses produites par lui-même qui nous disent qu'il est absolument fantastique, génial, altruiste. D'un autre côté, on a plein de gens qui l'ont rencontré et qui nous disent mais il était complètement mégalo et mythomane. Et au milieu de tout ça, on a aussi des gens qui ont passé énormément de temps avec lui, dans son équipe, des plongeurs de sécurité qui nous disent bon voilà, c'est un mec qui était passionné et complètement dans sa bulle. Souvent, les génies, ils sont un peu comme ça et en tout cas, il n'était pas malhonnête ni méchant. On a tous les sons de cloche à son sujet. Moi, je ne le connais pas personnellement, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est réellement. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les faits, à commencer par le moment où il rencontre Audrey. À ce moment-là, Francisco, c'est déjà une figure emblématique de l'apnée, notamment dans la discipline No Limits, qui consiste à descendre le plus profond possible sur une seule inspiration en utilisant une gueuse qui est un espèce de traîneau lesté. Ça fait environ 90-100 kilos. Ça ressemble un peu à une luge et l'apnéiste s'accroche à cette luge pour descendre le long d'un câble le plus profond possible et une fois au fond, il s'équipe d'un ballon pour remonter. Avant d'aller plus loin dans notre récit, je vous propose du coup de nous pencher plus précisément sur les déroulements d'une apnée no limit. En soi, c'est pas compliqué, mais ça demande quand même un peu d'attention, puisque d'abord il y a la descente. L'apnéiste s'accroche à cette gueuse, donc ce traîneau lesté dont je viens de vous parler, qui descend très vite le long d'un câble. Pendant ce temps-là, l'apnéiste reste immobile et il se pince éventuellement le nez. Une fois arrivé au fond, l'apnéiste attrape le ballon de remontée et actionne un petit mécanisme pour gonfler ce fameux ballon à partir d'une petite bouteille d'air comprimé, qu'on appelle souvent un pony, et qui est fixée au système. Ça amorce alors la phase de remontée puisque le ballon qu'on a rempli d'air va commencer à remonter l'apnéiste et puis au fur et à mesure qu'il remonte, le volume d'air augmente également et le ramène de plus en plus vite pour le ramener à la surface où l'attendent des plongeurs de sécurité ainsi qu'une prise en charge médicale puisque l'organisme subit quand même une augmentation massive de pression. Le corps subit aussi un stress physiologique important et puis surtout un risque majeur d'hypoxie puisque à la fin d'une apnée, le danger, ce n'est pas seulement de manquer d'air, c'est de perdre connaissance, ce qu'on appelle une syncope, avant de pouvoir reprendre une ventilation efficace. Donc une présence médicale est essentielle à la sortie d'une apnée comme celle-ci. En termes de sécurité, dans une apnée no limit, on a aussi des plongeurs de sécurité qui sont placés à différentes profondeurs tout au long du parcours et dont le rôle est de pouvoir récupérer l'apnéiste en cas de problème. Et ils ont tous également un lift bag, un espèce de ballon de secours qu'ils peuvent, en théorie, à n'importe quel moment, en cas de problème, attacher à l'apnéiste et le gonfler afin que ce dernier soit remonté à la surface en à peine quelques secondes en cas d'urgence. Le problème avec ces plongeurs bouteilles, c'est que d'une part, ils coûtent très cher et d'autre part, il faut pouvoir les trouver. Parce que là, on parle pas d'un plongeur loisir lambda, il faut des plongeurs techniques, capables de descendre à plus de 160 mètres sous l'eau et d'y passer un moment avec tout ce que cela implique d'équipement et de contraintes en termes de décompression. Et puis d'envie aussi, il faut trouver des plongeurs qui ont envie de faire ça.
Tanya Streeter elle-même, une apnéiste qu'on présentera tout à l'heure, dans une interview, confie qu'une plongée qui lui prenait 3 minutes 30 prenait 3h30 à ses plongeurs de sécurité. Parce que la décompression après une plongée à 160 mètres, c'est pas les 3 minutes de palier de sécurité d'une plongée PADI à 20 mètres qui reste dans la courbe de sécurité. C'est très différent, c'est très long, c'est très technique et ça peut être dangereux. Comme je vous l'avais dit, pour l'apnée low limit, rien de très compliqué, mais c'est important de bien comprendre comment fonctionne cette discipline pour comprendre la suite du récit et surtout pour comprendre que c'est la forme de plongée la plus extrême et la plus dangereuse de ce sport. Revenons donc à Pippin et aux diverses raisons qui expliquent son statut de légende à ce moment-là, puisque déjà, il a commencé la plongée enfant, à Cuba, où il est né, et il s'est rapidement fait remarquer pour ses capacités bien au-dessus de la moyenne. Pippin, il est né avec pas mal de problèmes, il avait des jambes et des pieds déformés, il portait des chaussures orthopédiques, d'importantes lunettes, il faisait de l'asthme, les enfants se moquaient de lui, c'était très dur à vivre, et il découvre assez tôt, grâce à l'un de ses oncles, qu'il est capable de nager avant même de marcher au final. Ensuite, il a remporté de nombreux records mondiaux sur plusieurs décennies, et ses performances ont véritablement marqué l'histoire. Pour vous donner une petite idée de son palmarès, en novembre 89, il a 27 ans et il établit son premier record du monde en apnée no limit en allant à 112 mètres. C'est un plongeur qui aime énormément le risque et qui essaye toujours de repousser les limites de l'apnée. Il fait des blackouts, il finit à l'hôpital. Et pourtant, ça n'a pas l'air de le gêner, en tout cas pas plus que ça, puisque en 1992, l'AIDA, l'Association internationale pour le développement de l'apnée, l'espèce de fédération internationale de l'apnée, est formée pour fédérer une quarantaine de pays, tenter de réguler ce sport et surtout pour lui établir des standards de sécurité à ce sport. Et Pippin, ça ne l'arrange pas. Il est en total désaccord avec ses standards, il veut faire les choses à sa manière, il prend énormément de risques et il ne respecte pas les règles de l'AIDA qui finit par le sanctionner. Et du coup, en 1997, il se dit « Bon, j'en ai marre, plutôt que de me faire casser les pieds par l'AIDA, je vais créer ma propre organisation, ma propre fédération d'apnée. » Et il crée alors l'AIFD, l'Association internationale des apnéistes, je l'ai traduit, mais en gros c'est ça, pour évaluer ses plongées en s'affranchissant des règles de l'AIDA. Durant les années 90, il multiplie les améliorations de records. Il va à 126 mètres, puis à 128 mètres, puis à 130, à 133, et il atteint toujours des profondeurs qui le placent au sommet face à ses rivaux internationaux, dont Umberto Pellizzari. Ses performances présentent plusieurs décennies de records, ce qui fait de lui, au moment de sa rencontre avec Audrey, non seulement un champion, mais aussi un pilier de l'apnée profonde. Ce qui contribue aussi à sa notoriété, c'est que, toujours dans les années 90, Pippin, il est en compétition constante avec Umberto Pellizzari. C'est l'un des autres grands noms de l'apnée, lui aussi détenteur de nombreux records et champion dans de nombreuses disciplines. Et leur duel informel, principalement fantasmé et alimenté par la presse et les fans, faut le reconnaître, contribue à faire connaître le sport au-delà des cercles techniques. Et ils sont un peu des personnages hyper propices à la médiatisation d'une éventuelle rivalité, puisqu'ils incarnent deux philosophies presque antagonistes de l'apnée. Pippin, lui, il est adepte du no limit avec ses machines, ses gueuses, ses ballons, avec la profondeur comme finalité absolue et l'idée selon laquelle l'alliance de l'humain et de la technologie, du matériel, peut permettre d'aller plus loin en assumant pleinement l'usage de la technologie pour repousser les profondeurs. Umberto Pellizzari, lui, il est adepte du poids constant et il prône la discipline du corps, le respect strict des limites physiologiques et l'idée selon laquelle la profondeur doit venir du corps et non pas de la machine. Dans plusieurs interviews, Umberto Pellizzari dira que le no limit, pour lui, c'est une autre activité, presque plus proche de l'ingénierie que du sport pur. Donc ce n'était pas seulement une rivalité de chiffres, c'était vraiment une opposition philosophique, deux manières de penser le corps humain face à la profondeur, et les deux se conçoivent et se respectent. Dans les années 90, chaque record de l'un entraîne une réponse quasi immédiate de l'autre, et Pippin, plus il descend profond en no limit, plus Pellizzari va répondre en poids constant, plus Pippin va s'améliorer encore, et Pellizzari, il va encore répliquer. En 1998, quand sort Le Grand Bleu, que vous connaissez tous, ça continue à exacerber la rivalité puisque même si aucun de ces deux apnéistes n'a inspiré directement Le Grand Bleu, le film crée quand même un imaginaire où la plongée devient presque spirituelle, où la descente est une quête existentielle et du coup, pareil, plusieurs discours se créent par rapport à cela et Pellizzari a toujours pris ses distances avec cette vision un peu romantique et romancée de l'apnée. Dans les années suivantes, il dira d'ailleurs dans des interviews que cette mythification est dangereuse car elle attire
convertir des gens vers la profondeur sans en mesurer le coût et pour des raisons qui ne sont pas nécessairement les bonnes. Mais Pippin, lui, cette image, il s'en est beaucoup plus accommodé, voire servi dans son image publique. Et ce qui est intéressant, c'est que Pippin et Pellizzari, ils ne s'affrontent pas dans la même discipline, mais la presse les met systématiquement en miroir. Et cela continuera même après le drame, puisque des documentaires postérieurs présentent Pippin comme une figure radicale, extrême, très engagée dans la profondeur, et Pellizzari comme un apnéiste mesuré, pédagogue, axé sur la sécurité et la physiologie. Cette opposition n'a jamais pris la forme d'un affrontement direct, mais elle a structuré le débat autour de ce sport pendant plus d'une décennie. Elle a inspiré des productions internationales, que ce soit des documentaires, des couvertures de magazines sportifs, etc. Pellizzari critiquera à plusieurs reprises, sans forcément nommer Pippin, le fait que, en nos limites, la performance dépend énormément de la gueuse, du ballon, des bouteilles, de l'équipe. En substance, ce qu'il dit, c'est que quand la machine devient la clé, l'erreur humaine devient mortelle et que l'apnée, ce n'est plus celle que lui prône. Et cette phrase, elle résonnera de manière tragique après la mort d'Audrey Mestre. D'ailleurs, petite parenthèse pour dire qu'après la mort d'Audrey, Pellizzari, il a quasiment pas commenté, en tout cas pas publiquement, il ne participe pas aux polémiques, il continue de défendre son apnée plus encadrée, plus corporelle, et son silence sera souvent interprété comme une forme de désaccord éthique, mais je trouve que c'est plutôt respectueux et qu'on peut le noter. Quoi qu'on en dise, avant Pippin, l'apnée était surtout connue des cercles très spécialisés, et après lui, c'est différent parce que ces records ont contribué à faire connaître le no-limit comme la catégorie la plus extrême de l'apnée, celle qui repousse les limites humaines. Et quoi qu'on veuille en penser de l'utilisation du matériel pour repousser les limites de la profondeur, cela ne déprécie en rien, à mon sens, les exploits de Pippin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, perso, on me donne le même matériel que lui, je peux vous garantir que je ne descends pas vivante à 160 mètres. Donc pour moi, là-dessus, il n'y a aucun débat à avoir, aucune comparaison à faire. Ce sont deux sports différents, on est d'accord, mais c'est tout. Quand un athlète bat un record au saut en hauteur en athlétisme, est-ce qu'on vient lui prendre la tête parce que Tartampion, en équitation, il a sauté 2 fois plus haut sur le dos de son cheval? Non, l'athlétisme et l'équitation sont 2 sports différents. Et ben voilà, fin du débat. Donc on revient en 1996 où, souvenez-vous, Audrey et Pippin, que vous connaissez désormais beaucoup mieux, viennent de se rencontrer et de tomber amoureux. Dans le milieu, ils deviennent vite un power couple de l'apnée, si on peut dire. En tout cas, l'image est forte et elle attire. Ils sont tous les deux très beaux. Pippin, il est grand, il est musclé, il a une beauté un peu brute. Et Audrey, elle est magnifique, sculpturale. Elle est vraiment très très belle. Et ensemble, ils sont très beaux, très photogéniques. Ils parcourent le monde ensemble, ils plongent ensemble, même si pour Audrey, ça reste du loisir. Et ils font des études scientifiques sur les effets de la profondeur sur le corps humain, avec énormément d'appareils de mesure scientifiques. Et ils sont très au courant que le stress métabolique induit par la profondeur est dangereux, puisque dans ces années, Pippin, qui commence à se faire un petit peu vieux pour la discipline, il approche des 40 ans quand même, fait de plus en plus de syncopes hypoxiques. Ce sont, on va dire, des blackouts, ça ira plus vite, mais ce sont des pertes de connaissances liées à un manque d'oxygène dans le cerveau. Il y a d'ailleurs une interview que je trouve très impressionnante où on vient de remonter Pippin inconscient et Audrey explique, très calme, en espagnol, qu'il s'est évanoui dans les 3 derniers mètres, que ce sont des choses qui arrivent et qu'elle a vraiment toute confiance dans ce qu'il fait et dans ce qu'ils font tous les deux. Mais du coup, très vite, Pippin se rend compte qu'il ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Et certains racontent que c'était d'autant plus difficile à accepter qu'il avait en face de lui, en la personne d'Audrey, cette espèce de miroir de lui-même qui aime l'eau, qui aime ce sport, qui est beaucoup plus jeune et donc capable d'aller accomplir de grandes choses. Ils s'installent ensemble à Miami et Pippin devient alors l'entraîneur d'Audrey. Dans les récits qui circulent, que ce soit dans la presse, dans les biographies, dans les documentaires, leur couple est présenté comme un duo fusionnel. Ils vivent ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils rêvent ensemble, et ce qui est important ici, c'est la dynamique. Pippin est à la fois son compagnon, mais aussi sa figure d'autorité technique. C'est lui qui conçoit les plongées, qui gère les détails, qui décide du cadre, et ça sera beaucoup utilisé par la suite pour essayer de dépeindre Pippin comme le cerveau derrière tout ce que faisait Audrey. Mais moi, personnellement, et ce n'est que mon avis, j'ai un peu de mal avec cette façon de présenter les choses parce qu'il ne faut pas oublier qu'Audrey, c'est une femme intelligente, c'est une scientifique, et qu'elle comprend ce qu'elle fait. Elle a les clés de compréhension de l'univers dans lequel elle évolue, elle n'a pas du tout l'air d'être là contre son gré ou d'être forcée à quoi que ce soit, et c'est un peu facile de dire que bon, comme c'est son mari, son entraîneur et un peu son crush d'étudiante, forcément il a de l'emprise sur elle et qu'il est le seul responsable de ses actions à elle. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas, je dis juste que selon moi, Audrey c'est une grande fille, une athlète, à la tête bien faite,
qu'elle est responsable, intelligente et qu'elle comprend ce qu'elle fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'emprise, ça ne veut pas dire qu'il y en a. Je veux juste qu'on lui concède le fait qu'elle est intelligente et sachante. Je vous encourage à aller voir les reportages. Il y a pas mal d'interviews d'Audrey. Elle est belle, elle est posée, elle est intelligente, elle parle 3 langues, français, anglais et espagnol couramment. Elle donne des interviews dans les 3 langues. C'est quelqu'un de communicant, d'intéressant et d'intelligent. Très vite, le 29 mai 97, a lieu la première plongée No Limit officielle d'Audrey. La compétition a lieu aux îles Caïmans et Audrey, sous l'œil de sa mère, qu'on voit notamment sur les images, parce que petite parenthèse, pour remettre les choses quand même dans leur contexte, on est dans les années 90, les caméras, la télé, tout ça, ça existe. C'est filmé en permanence, surtout que Pippin, il était très fan de filmer tout ce qu'il faisait, ses exploits, ses entraînements, de filmer sous l'eau. Il avait sa boîte de production, il vendait des images et des vidéos sous-marines. Donc on a énormément de documentation vidéo et photographique de ces années-là, de Pippin, d'Audrey, de leurs exploits. Tout, même la plongée tragique de la fin, est filmé de A à Z. Et donc cette première plongée No Limit officielle d'Audrey, elle se passe sous l'œil de sa mère et elle atteint la profondeur de 80 mètres. Elle passe de l'accompagnante de Pippin sur les bateaux, de son assistante photo, etc., au rang de personnage principal et de talent à suivre. 80 mètres sous l'eau, pour une athlète féminine, ça n'est pas rien, bien au contraire. En juillet 98, elle va encore plus loin puisque Audrey et Pippin s'immergent en parallèle jusqu'à 150 mètres de profondeur. C'est du jamais vu, mais c'est une plongée en tandem, donc on ne peut pas lui conférer un record pour ça. À ce moment-là, en tout cas, Audrey, c'est un peu A Star is Born. Mais attention, parce que ce n'est pas la seule. On a déjà parlé du principal rival de Pippin, mais pour comprendre complètement le contexte de ces années-là, il faut également parler d'une femme, Tanya Streeter. Tanya, c'est une apnéiste née aux îles Caïmans, éduquée en Angleterre et devenue l'une des plus grandes figures de la discipline. Elle commence l'apnée vers 25 ans. Elle dira d'ailleurs plus tard que c'est un peu Audrey qui lui a donné envie de commencer l'apnée quand elle l'a vue à la télé, etc. Et elle enchaîne très rapidement les records. En plus de cela, elle est blonde, elle est magnifique, elle intéresse beaucoup la presse et soudainement, le No Limit devient un sport sexy. Elle est très consciente de cette force médiatique. On voit d'ailleurs une interview où Paul, son mari, admet être pleinement consciente du fait que mettre une femme belle et sexy dans un sport réputé dangereux, oui, ça intrigue, ça interpelle et c'est intéressant pour les médias. Donc Tanya, elle va très vite faire des pubs pour des montres de luxe et attirer des sponsors très influents. Pippin se lance du coup dans la recherche de sponsors pour Audrey également. Et on dirait que c'est un peu plus compliqué parce qu'Audrey, elle est un peu plus réservée, elle a un petit peu plus de mal à trouver sa propre identité au milieu de tout ça, mais elle finit par trouver des sponsors, elle finit même dans la team Marès, donc ça finit par bien se passer. Audrey et Pippin, en 1999, ils se marient. Et en janvier 2000, à 38 ans, Pippin tente sa plongée la plus profonde à 163 mètres. Il y arrive, mais à la remontée, il fait un blackout, la syncope hypoxique, vous vous souvenez? Et il reste inconscient pendant plus d'1 minute, ce qui fera donc invalider la plongée. Il faut bien comprendre que 1 minute de blackout, c'est pas rien, c'est assez dur à vivre pour lui, on l'imagine bien, et il décide alors de se concentrer sur la carrière d'Audrey. 3 mois plus tard, en mai 2000, Pippin organise la première tentative de record du monde féminin d'Audrey aux îles Canaries. Il y a toute une équipe composée notamment de photographes, de plongeurs de sécurité et de Kim McCoy, un océanographe qui travaillait avec eux sur les analyses scientifiques avec sa société Ocean Sensors. Et Pippin organise tout un battage médiatique autour de l'exploit, en s'arrangeant notamment pour qu'un hélicoptère vienne montrer avant la plongée ce que représente la profondeur visée par Audrey. Donc elle tient une corde et l'extrémité de cette corde est attachée à un hélicoptère qui monte à 125 mètres de haut. Ça impressionne beaucoup de monde, tout ça c'est filmé, ça passe à la télé. Et en plus de ça, selon divers témoignages et images, Audrey elle est radieuse. Et du coup, quand elle s'élance sous l'eau pour atteindre sa profondeur cible de 125 mètres, tout le monde retient son souffle. C'est le record du monde féminin en No Limit et personne ne sait si elle va pouvoir y arriver. Tout le monde attend qu'elle remonte et elle finit par émerger. Elle a atteint les 125 mètres et elle remonte glorieuse. Mais elle fait un blackout. Et du coup, dans une plongée arbitrée par n'importe quelle autre organisation, le blackout aurait invalidé la plongée, mais l'AIFD, fondée et dirigée par Pippin, rappelez-vous, valide cette plongée et déclare Audrey nouvelle détentrice du record du monde féminin. 1 an plus tard, elle reproduit et améliore même l'exploit en atteignant les 130 mètres.
Et puis tout s'accélère lorsque le 17 août 2002, Tanya Streeter tente de réaliser une plongée no limit à 160 mètres. Cette plongée est arbitrée et homologuée par l'AIDA, donc Tanya n'a pas le droit à l'erreur. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que si elle y arrive, ce record dépassera aussi à ce moment-là le record du monde masculin. Ce sera le record mondial hommes et femmes confondus. Et là, autant vous dire que Tanya, elle a la pression. Ce jour-là, sa mère et son mari sont présents sur le bateau et leur stress à eux aussi est palpable. Tanya, elle se met à l'eau, elle est sur le point de partir et donc elle remplit ses poumons au maximum avec le plus d'air possible, ce que font les apnéistes avant de descendre, et elle sait qu'elle va plus profond que jamais, plus profond que quiconque avant elle, et qu'elle aura besoin de tout l'air qu'elle peut emmagasiner. Donc elle prend son air et là, c'est le drame. Elle fait un blackout. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle a pris trop d'air, ce qui a mis son cœur sous pression et elle nous fait un blackout. Le seul truc, c'est qu'il n'existe pas à ce moment-là de règles pour les blackouts avant la plongée. Ça ne s'est jamais vu. On fait un blackout après la remontée et à ce moment-là, on est invalidé comme tout le monde. Mais avant la plongée, le cas ne s'est jamais posé. Donc Tanya, une fois revenue à elle, elle veut recommencer et réaliser sa plongée. Et en fait, aucune règle ne vient s'y opposer. Donc les juges n'ont pas d'autre choix que de la laisser partir. C'est une prise de risque énorme, parce qu'elle part avec 80% du volume d'air dont elle a réellement besoin à ce moment-là. Vu qu'elle n'a pas voulu réitérer son erreur en prenant trop d'air, en fait, elle n'en a pas pris assez. Et surtout, elle ne sait pas comment son corps va réagir à ces profondeurs. Et encore moins juste après un blackout. Elle ne l'a jamais fait plonger juste après un blackout. Et elle raconte que la plongée a été extrêmement douloureuse pour elle et qu'à un moment, vers 110 mètres, elle a même dû stopper la gueuse parce qu'elle n'arrivait pas à équilibrer ses oreilles. Elle a hésité à remonter, mais elle s'est dit que non et que si quelque chose de physique l'empêchait de descendre, alors c'est que c'était dans sa tête, que c'était sa tête qui créait ce blocage et qu'à ce moment-là, elle pouvait toujours, dans sa tête, s'en libérer et dépasser cela. C'est ce qu'elle a fait et elle est repartie. Arrivée à 160 mètres, elle est tellement narcosée qu'au départ, elle ne réussit pas à lancer son ballon de remontée. Elle explique qu'elle savait qu'elle avait 3 étapes à faire, donc 1, attraper le ballon, 2, ouvrir la bouteille, et 3, enlever l'espèce de sécurité là, qui permet à l'air d'aller dans le ballon et d'amorcer la remontée. Sauf que du coup, à ce moment-là, elle est tellement narcosée. La narcose, c'est l'ivresse des profondeurs. Et en gros, c'est un peu comme si vous étiez complètement bourré. C'est l'azote qui cause ça. Donc à ce moment-là, la narcose est tellement forte qu'elle s'embrouille et que pour elle, les 3 étapes, c'est attraper le ballon, ouvrir la bouteille, puis faire un bisou à la mer. Et pour elle, c'était bon. Elle avait fait ces 3 étapes. Elle attrape le ballon, elle ouvre la bouteille, elle fait un bisou à la mer. Et la plongée est filmée, évidemment. Hein. Donc on la voit faire son bisou à la mer et ne pas comprendre pourquoi le ballon ne remonte pas. On voit également son plongeur de sécu s'approcher d'elle pour attacher un ballon à son dos et la faire remonter quand même quoi qu'il arrive. Mais s'il fait ça, c'est perdu pour Tanya. Donc il lui laisse quand même un peu de temps et heureusement, puisqu'au bout d'un moment, elle finit par y arriver et par tirer la valve qui amorce ainsi sa remontée. Mais cet épisode de narcose lui aura fait perdre au fond 17 précieuses secondes. Alors arrivera-t-elle à remonter à temps et dans un état suffisant pour ne pas faire de blackout à la surface et invalider sa plongée qui lui a coûté tant d'efforts ? Eh bien, figurez-vous qu'elle y arrive. Elle remonte en pleine forme et l'AIDA enregistre son record du monde. Ce record, hommes et femmes confondus, rappelez-vous, crée une pression immense dans le milieu. Parce que le no limit à l'époque, c'est aussi une discipline de symbole. On ne gagne pas seulement une profondeur, on gagne une place dans l'histoire, et là, c'est réellement ce qu'a fait Tanya. Alors Audrey, à ce moment-là, elle vise plus profond. Et c'est là que notre récit devient un petit peu polémique puisque les témoignages divergent. Pour beaucoup, c'était une vraie volonté d'Audrey et de Pipine. Pour d'autres, c'était vraiment lui qui avait pris le record de Tanya comme une attaque personnelle et qui poussait Audrey juste parce qu'il n'était pas capable de répondre lui-même à cette attaque. Et du coup, seulement 6 semaines après le record de Tanya, le couple et son équipe s'envolent pour la République dominicaine afin de commencer un entraînement intensif. Le seul truc, c'est qu'il manque pas mal de monde dans cette équipe, y compris des plongeurs de sécurité, puisque d'une part, l'un d'entre eux est décédé l'année précédente, et d'autre part, à la base, Audrey et Pipine avaient dit à toute leur équipe que cette année-là,
ils n'allaient pas faire de plongée de concours, faute de sponsors notamment, et que du coup, ils étaient libres de vivre un petit peu leur vie, les plongeurs de sécu. Un petit mot d'ailleurs sur le plongeur décédé l'année précédente, puisque c'était un ami d'Audrey. Il s'appelait Cédric Darol, il avait 27 ans, il était étudiant à Toulouse, il a perdu la vie dans une plongée spéléo à Saint-Sauveur en décembre 2001. Mais ce sera l'objet de notre prochain épisode parce que celui d'aujourd'hui est déjà bien assez long comme ça. Donc là, ils sont en équipe réduite, en budget réduit. Tim McCoy, souvenez-vous, l'océanographe d'Ocean Sensors, fournit l'ordinateur qui va valider la profondeur. De toute façon, il fournit toujours tous les équipements qui mesurent les paramètres physiques et physiologiques, Tim McCoy. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle plonge, Audrey, elle a des capteurs au poignet, à la cheville, elle a un ordinateur de plongée, elle a des électrodes sur le corps qui viennent mesurer ces paramètres physiques. Ce sont toujours des plongées qui sont et filmées et très mesurées parce que elles sont certes sportives, mais c'est aussi de très bons moyens pour les chercheurs d'apprendre à mieux connaître le corps humain et les phénomènes qui se produisent sur ce corps humain dans des circonstances un petit peu hors du commun. Nous voilà donc le 4 octobre 2002 et, sous la supervision de l'équipe dirigée par son mari, Audrey s'apprête à réaliser une plongée d'entraînement en République dominicaine, au large de Bayahibe. Bayahibe, c'est un village côtier de la République dominicaine, situé sur la côte sud-est de l'île, dans la province de la Altagracia. C'est une zone connue pour ses plongées sous-marines, ses coraux et ses spots profonds, très appréciés des plongeurs expérimentés. C'est une base logistique pratique pour des plongées profondes en haute mer, loin des récifs et des zones où on a peu de profondeur, ce qui n'est pas les faire chercher ici. Lors de cette plongée, Audrey atteint les 166 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le record de Stania Streeter, il est à 160 mètres. Donc 166, on est déjà bien au-delà. La plongée se déroule sans incident majeur. Et même si elle n'est pas reconnue officiellement comme un record AIDA, elle est reconnue par la IFD, la fédération fondée par Pippin. Mais Pippin, il en veut toujours plus. Et bien que pour dépasser le record de Tania, il suffise à Audrey d'atteindre les 161 mètres, pour lui, ce n'est pas suffisant. Il ne veut pas seulement qu'elle batte le record, il veut qu'elle batte Tania à plate couture. Et pour cela, pour lui, il faut qu'elle aille au-delà des 170 mètres. Le 9 octobre, Audrey atteint les 170 mètres. Et ce qui est surprenant, c'est qu'un membre de son équipe raconte que, après cette plongée, au lieu d'être heureuse de son exploit, elle est plutôt déprimée. Elle a un bleu sous l'œil et les rumeurs, qui avaient déjà commencé à circuler quelques semaines plus tôt, s'intensifient. On raconte qu'il y a de violentes disputes avec Pippin. On s'interroge sur la provenance des bleus d'Audrey. On raconte qu'elle aurait découvert qu'elle était enceinte et qu'elle souhaitait donc cesser ses entraînements déraisonnables pour sa santé et celle d'un fœtus éventuel. On raconte qu'elle aurait découvert que Pippin avait une maîtresse et qu'elle souhaitait divorcer après la plongée de record officielle. On les voit avoir beaucoup de discussions houleuses où le ton monte et des témoins rapportent qu'il y avait beaucoup de frictions, de divergences d'opinion, et ce, jusqu'à la veille du jour de plongée officielle. Et quand ce jour arrive, on est le 12 octobre 2002 et Audrey va tenter les 171 mètres. Tout le monde se prépare, à commencer par les plongeurs de sécurité. Eduardo Wiki Orales était à la fois le responsable des plongeurs de sécurité sur cette plongée et aussi l'un des 2 plongeurs de sécurité en profondeur. Lui, il était censé être posté à 80 mètres, à l'air, et Pascal Barnabé, l'autre plongeur, lui, serait à 172 mètres, au trimix du coup, qui est un mélange de gaz, donc pas à l'air, parce qu'on ne peut pas aller aussi profond en respirant de l'air. Donc c'est un mélange qui inclut notamment de l'hélium et qui permet de descendre plus profond. Encore une fois, je vulgarise. En tout cas, l'heure est venue pour Audrey de se mettre à l'eau. Eduardo et Pascal commencent leur descente vers leurs profondeurs respectives. Et pendant ce temps-là, Audrey emmagasine l'air dont elle aura besoin pour sa plongée, qui devrait durer 3 minutes et quelques. Les vidéos la montrent concentrée, prendre de grandes inspirations, recevoir un dernier baiser de Pippin, et la voici sous l'eau. Le business partner de Pippin, Carlos Serra,
qui est là depuis le début d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je vous en parle que maintenant, mais lui, il est là depuis des lustres. Il a même fondé la IFD avec Pippin. Enfin, dans tout ce que je vous ai raconté, il était là. Et donc lui, il explique que pendant toute la descente, il tenait le câble avec Pippin, et qu'en le regardant, il voyait que quelque chose n'allait pas chez lui. Mais que pourtant, à ce moment-là, rien d'anormal n'avait encore eu lieu, donc il est dans l'incompréhension. Audrey, elle est sous l'eau et elle avance sur son câble avec sa gueuse. Elle passe devant Eduardo à 80 mètres. Elle va bien. Tout va bien. Et c'est confirmé par les dires de Pascal, tout comme par la caméra qui filme l'intégralité de cette plongée tragique. À 1 minute 42, Audrey arrive au bout de la ligne, à 171 mètres. Pascal se trouve juste à 1 mètre d'elle. Elle ouvre la bouteille pour remplir le ballon et là, rien ne se passe. Pascal prend alors l'un de ses détendeurs et met son propre gaz dans le ballon pour le gonfler. Elle commence alors à remonter, mais beaucoup trop lentement. Et c'est là que le trou de sécurité entre 80 et 172 est important, parce que s'il y avait eu des plongeurs de sécurité à cet endroit-là, ils auraient pu s'en rendre compte et agir. Mais là, le prochain plongeur de sécurité, c'est Eduardo, 90 mètres plus haut. Et lui, il raconte qu'il s'écoule 40 secondes, 50 secondes, 1 minute, et il ne voit toujours pas Audrey passer. Et là, il sait qu'il se passe quelque chose de bizarre, mais quoi? Pascal, lui aussi, il sait que quelque chose ne va pas. Il est à 170 et il n'est pas à l'air, donc il ne peut pas remonter très vite, mais il commence tout de même à remonter beaucoup plus vite que ce qu'il aurait dû, car la dernière fois qu'il a vu Audrey, c'était vers 165, 162 mètres, et depuis, il n'a pas vu la corde avoir ces mouvements caractéristiques de son arrivée à la surface. Pippin, lui, il est dans l'eau en surface, il regarde en bas, et à un moment, on ne sait pas ce qu'il voit, il commence à crier, il crie fuck à plusieurs reprises, il demande qu'on lui passe son tuba, puis un bloc. On le lui lance depuis le bateau et pendant ce temps-là, le ballon de remontée passe devant Eduardo, toujours à 80 mètres, sans Audrey. Puis il arrive à la surface, quelques secondes plus tard, toujours sans Audrey. Et là, tout le monde sait qu'il se passe quelque chose, mais on espère encore que ce ne soit rien de grave. Pascal, lui, il récupère Audrey vers 120 mètres, flottant comme une feuille, et en blackout complet. Il la remonte à 90 mètres où il est forcé de s'arrêter pour sa propre sécurité parce que, pour l'anecdote, Pascal, il est remonté beaucoup plus vite de 172 à 120 que ce qu'il aurait dû. Et ensuite, quand il récupère Audrey et qu'il la remonte à 90, encore une fois, il monte trop vite, mais en plus de ça, il zappe son palier de sécurité à 100 mètres. Donc, à partir de ce moment-là, il a déjà mis sa vie en danger en montant trop vite. Il met sa vie encore plus en danger en zappant son palier de sécurité. Et à 90, il est forcé de s'arrêter parce que continuer, ça veut dire s'assurer la mort. Il a une femme, il a une fille, il peut pas prendre ce risque. Et puis surtout, s'il lui arrive quelque chose, il pourra pas remonter Audrey. Et au final, on aura 2 victimes au lieu d'une. Donc il reste à 90 et il attend en espérant qu'il se passe quelque chose et que quelqu'un lui vienne en aide. Sauf que Wiki, lui, à 80, il se rend pas compte de ce qui se passe. Et j'ai beaucoup de compassion pour cet homme parce que je trouve qu'il a l'un des rôles les plus durs dans cette histoire. Imaginez-vous seulement avoir dans vos bras l'une de vos amies, parce que Pascal c'était devenu un ami très cher d'Audrey, savoir qu'elle va mourir si vous ne la remontez pas, la voir là dans vos bras, complètement inconsciente avec de la mousse qui sort de la bouche, savoir ce qui est en train de se passer et ne rien pouvoir faire, n'avoir pas d'autre choix que de devoir rester là impuissant, ça doit être tellement traumatisant à vivre. D'autant plus qu'il était déjà présent sur la plongée qui a coûté la vie à leur ami Cédric quelques mois auparavant. En tout cas, il reste là un moment. Lui, il essaye, c'est ce que dit Pippin dans son livre après, c'est que quand il est arrivé et qu'il a trouvé Pascal à cet endroit-là, il était en train d'essayer de lui attacher une bouée au poignet à Audrey, mais qu'il n'a pas eu besoin de finir ce geste puisque Pippin est arrivé. Mais là, je vais un peu trop vite dans le récit. Ce qui se passe, c'est que il voit quelqu'un, Pascal, descendre vers lui à toute vitesse, équipé d'une bouteille de plongée. Et ce quelqu'un, c'est Pippin. Il faut être bien conscient que Pippin, qui s'est donc saisi d'un bloc de plongée et s'est rendu à toute vitesse à 90 mètres à l'air, prend un risque énorme pour sa vie. Souvenez-vous, Eduardo, il est à 80 parce qu'il ne peut pas descendre plus bas à l'air. Et en plus, il commence très probablement à être très narcosé parce qu'il reste à 80 mètres à l'air bien plus longtemps que prévu.
Et la narcos, l'ivresse des profondeurs, expliquerait pourquoi il ne s'est pas du tout rendu compte de ce qui se passait à 10 mètres de lui. Et Pippin, quand il attrape sa bouteille d'air et qu'il commence à descendre, il ne sait pas encore à quelle profondeur il va trouver sa femme. Et c'est pas un plongeur bouteille, Pippin. Il ne sait pas à quelle profondeur il va s'arrêter, et il sait très bien quand il dépasse les 80 mètres, parce que quand il dépasse les 80 mètres, il tape dans la tête d'Eduardo sans faire exprès. Donc il sait qu'il est à 80, il sait qu'il les dépasse, il sait qu'il met sa vie en danger. Il rejoint quand même Pascal à 90, il attrape Audrey et il commence à la remonter. Et là, il risque à nouveau sa vie de par la vitesse à laquelle il remonte et de par le fait qu'il ne fasse aucun palier. Eduardo raconte qu'il est remonté si vite que sa tête était au-dessus de ses bulles, et on le voit d'ailleurs sur les vidéos. Et ça va complètement à l'encontre de toutes les règles de sécurité en plongée bouteille, où tu n'es pas censé remonter plus vite que tes petites bulles. Pascal et Eduardo, ils restent plusieurs heures sous l'eau pour leur décompression, et ils ne savent pas ce qui se passe en haut. Encore une fois, j'ai beaucoup de compassion pour eux, ça doit être terrible. Souvenez-vous, Tanya Streeter, elle disait que sa plongée de 3 minutes 30, elle prenait 3h30 à ses plongeurs de sécurité. Donc là, ils sont sous l'eau un bon moment. Et quand Pippin ramène Audrey à la surface, 8 minutes et 38 secondes se sont écoulées depuis son immersion. Elle est sur le dos, de la mousse rose sort de sa bouche, signe d'un œdème pulmonaire sérieux. Et il s'écoule une autre minute où Pippin essaye frénétiquement de la ranimer dans l'eau, avant de finir par la hisser sur le bateau, où tout le monde crie et s'agite pour savoir où est le médecin, qui finit par pointer le bout de son nez et s'avère être un dentiste. Ce qui est scandaleux, c'est que sur le bateau, on n'a pas de médecin qui soit un médecin hyperbar ou réanimateur, on a un dentiste, et on n'a pas non plus de matériel de réanimation cardio-pulmonaire. Rien. Donc, quand ils l'ont remontée, il faut savoir qu'elle avait un pouls, c'est ce qu'ils ont checké très vite, et plusieurs personnes témoignent qu'elle avait toujours ce pouls au moment où ils l'ont mise sur un petit bateau rapide, où ils l'emmènent sur la terre ferme, pendant que Carlos Serra, le business partner dont on a parlé tout à l'heure, essaye tant bien que mal de lui faire une réanimation cardio-pulmonaire. Mais bon, dans un bateau, c'est difficile de masser correctement, et pour les insufflations, c'est compliqué parce qu'elle a toujours de la mousse rose qui sort de son nez et de sa bouche, donc c'est super difficile de lui insuffler de l'air par ses voies respiratoires. Arrivé sur place, toujours pas d'équipe médicale sur la plage, personne n'a prévu les secours, donc là commence un long trajet pour l'emmener à l'infirmerie du coin où il tombe sur des gens qui sont en train de peindre dans l'infirmerie. En fait, il faut aller à l'hôpital et plus de 30 minutes s'écoulent avant qu'elle arrive à l'hôpital le plus proche où elle est rapidement déclarée décédée. Quelques jours plus tard, la police demande à interroger Pippin et 3 autres membres de l'équipe. Chacun est interrogé pendant quelques minutes, pas plus, et la police conclut à une noyade accidentelle, conformément aux conclusions de l'autopsie. Elle précise aussi que des analyses sanguines et urinaires n'ont pas détecté d'alcool ni de drogue dans l'organisme d'Audrey. Et sur le plan physiologique, la séquence plausible est la suivante. Et ici, je reste dans l'explication médicale générale. Ce qu'ils pensent, c'est que le retard de remontée a forcément augmenté le risque d'hypoxie sévère, vous savez, de manque d'oxygène dans le cerveau, que l'hypoxie a entraîné une perte de conscience et qu'une fois inconsciente en milieu aquatique, la noyade devient possible très rapidement puisqu'il y a parfois une reprise inconsciente de la respiration. L'IAFD commandite un rapport d'enquête, réalisé en grande partie par McCoy, et lui, il insiste sur l'idée qu'il n'y a pas une cause unique, mais une somme de facteurs. L'insuffisance d'inflation du ballon, les conditions météorologiques aussi, parce qu'il y avait un peu de courant. Donc ils disent que le câble a pu éventuellement ne pas être tout à fait droit, ce qui a freiné aussi la remontée du ballon. Ils pointent aussi du doigt l'organisation et la chaîne de secours, totalement insuffisante. Et dans ce rapport, on voit bien que les causes du décès sont présentées comme multifactorielles, mais que l'accent est bien mis quand même sur le matériel. D'une part, le câble de la gueuse était un peu incliné à cause du courant, mais pas que, il était aussi en mauvais état, ce qui aurait bloqué la gueuse vers 164 mètres. Le ballon, on nous dit qu'il était vide ou sous-gonflé et qu'il était en mauvais état, mais pas cependant au point d'avoir subi une fuite. Donc le mystère du manque d'air dans cette bouteille demeure intact. Quand Audrey arrive à 171 mètres, qu'elle débouche la bouteille et que le ballon ne se gonfle pas parce qu'il n'y a pas d'air dans la bouteille, ça, on n'a pas d'explication. Mais selon le rapport, en tout cas, c'est l'addition de tous ces facteurs qui a fini par être fatale à Audrey et non pas uniquement le manque d'air dans cette bouteille. En République dominicaine, la police, elle cherche pas plus loin.
toute façon, pour qu'il y ait une enquête sur une mort comme celle-ci en République dominicaine, il faut qu'un proche la demande. Or, ni Pippin, son mari, ni ses parents ne la demanderont et elle n'aura donc jamais lieu. Le 18 octobre ont lieu les funérailles d'Audrey et Pippin, ainsi que les parents d'Audrey, Anne-Marie et Jean-Pierre Mestre, se rendent en mer où Pippin plonge pour disperser à 10 mètres de profondeur les cendres de sa femme. À partir de là commenceront les multiples accusations envers lui. Pour certains, il a tué sa femme intentionnellement. Pour d'autres, il s'agit de négligence grave ayant entraîné la mort, et ça, c'est puni par la loi dans de nombreux pays. De nombreux témoignages de personnes présentes ce jour-là décrivent Audrey comme maussade et d'humeur bizarre. Selon eux, elle fixait l'océan de manière intense, Pippin était très nerveux, très agité, et ces deux comportements d'Audrey et de Pippin, ils transparaissent, en tout cas à mon sens, sur les images ce jour-là. Faut-il y voir le stress de cette plongée à très fort enjeu, ou autre chose ? Bill Stromber, l'un des plongeurs de sécurité, raconte qu'à 2 reprises, il a vu des personnes demander si la bouteille du ballon de remontée était gonflée et s'approcher pour vérifier, mais que Pippin les a, à chaque fois, envoyés balader, leur enjoignant de s'éloigner, de ne pas toucher à cette bouteille et affirmant avoir déjà fait le nécessaire. Ça, c'est vraiment ce que je trouve le plus troublant. Surtout dans des sports de matériel comme la plongée, les vérifications, on en fait, on en refait. On vérifie son propre matériel, on vérifie le matériel du binôme, on vérifie... Tout le monde a un œil un peu sur tout le monde et on ne reprochera jamais à quelqu'un d'avoir voulu vérifier du matériel et on ne l'en empêchera jamais. Donc ça, j'avoue que c'est un élément qui m'a fait tiquer. Matt Briseneau, l'un de ces plongeurs de sécu qui ont voulu vérifier la bouteille avant la plongée mais qui en ont été empêchés par Pippin, raconte que du coup il s'est dit « bon bah ok, je vais me mêler de mes oignons » et il n'a pas insisté. Et puis surtout, ce jour-là, là où Tanya Streeter avait 16 plongeurs de sécu en profondeur, Audrey n'en avait que 2. Donc tout le monde pointe du doigt cette faille énorme de sécurité. Tanya avait un plongeur de sécurité tous les 10 mètres. Audrey en avait un à 80 mètres et un à 172 mètres. Entre 80 et 172, l'écart est énorme et crée un manque de sécurité abyssal que l'AIDA n'aurait jamais laissé passer. Et c'est ça qui est terrible dans toute cette histoire, c'est que même si cette plongée s'était bien terminée, elle n'aurait jamais été validée par l'AIDA, faute de protocole de sécurité, car il y avait bien des plongeurs de sécu en surface, mais pas au fond, pas assez au fond. Sur les forums, il y a aussi beaucoup de gens qui accusent Pascal Barnabé, puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi lui qui était là à 172 mètres, ou même quand il l'a récupéré, pourquoi il lui a pas donné d'air? Sauf que à cette profondeur, elle n'aurait pas pu respirer son gaz. Déjà, il n'était pas à l'air, mais en plus, ses poumons à elle ne l'auraient pas supporté à cette profondeur. En plus de tout cela, Ricardo Hernandez, qui est un employé de l'IAFD, il arrive à porter de lourdes accusations à l'encontre de Carlos et Pippin. Il dit que tous les deux, ils savaient que le matériel utilisé ce jour-là avait des problèmes, mais qu'ils les avaient ignorés, voire dissimulés, pour que la compétition puisse avoir lieu. Pippin et Carlos, ils s'insurgent contre ces propos, ils maintiennent qu'il s'agit d'un simple accident, que eux, ils y sont pour rien, que certes, la compétition, elle se faisait un peu à l'économie, parce que ils n'avaient pas énormément de sponsors à ce moment-là, mais que ils n'avaient pas non plus fait n'importe quoi en termes de sécurité. Quelques mois plus tard, un article de Gary Smith paraît dans Sports Illustrated, qui est une revue sportive très connue aux États-Unis. Et cet article, il attire l'attention de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui s'appelle James Cameron, le réalisateur hollywoodien. Et Pippin, on a déjà évoqué son amour des caméras et du storytelling autour de sa vie. Il est plutôt content et il accepte de faire un film avec Cameron au sujet d'Audrey et lui-même, de leur vie, de leur passion. Et du coup, les choses deviennent un peu lunaires et en octobre 2003, pour les 1 an de la mort d'Audrey, dans le cadre de ce film, Pippin organise une plongée d'hommage à Cabo San Lucas, là où Audrey et lui se sont rencontrés. Et alors là, c'est un peu lunaire, c'est le mot, parce que c'est Hollywood, et donc il y a des stars comme Salma Hayek, par exemple, qui sont là parce qu'elles veulent auditionner pour le rôle d'Audrey. Mais bon, Pippin, il organise sa plongée, il tente d'atteindre les 170 mètres pour battre le même record qu'Audrey, et, plus de 3 ans après sa dernière tentative de record à lui, 1 an jour pour jour après que sa femme ait atteint cette profondeur et soit remontée dans des circonstances tragiques, il y parvient. Encore 1 an plus tard, en 2004, Pippin écrit un livre autobiographique sur son histoire avec Audrey et leur passion commune pour l'apnée. Il y décrit une relation fusionnelle, idyllique, passionnée. Il raconte sa version de ce jour-là et
Bah moi, cette version, elle m'a émue et elle m'a mis le doute parce que, selon lui, tout s'est très bien passé. Elle s'est réveillée, elle était heureuse, enthousiaste, excitée à l'idée d'y aller. Tout se passait très bien dans leur couple. Il lui a dit encore ce matin-là combien il la trouvait belle. Lui, il raconte une version de ce jour-là qui n'est pas celle qu'on a pu entendre. Je trouve que la façon dont c'est raconté, ça donne envie de le croire. Donc c'est très bizarre. Je vous encourage à le lire, ce livre, parce que moi, il m'a touchée. Mais c'est compliqué de savoir à quoi s'en tenir parce que, à ce moment-là, son business partner depuis le départ, Carlos Serra, lui, il dit qu'il s'en va parce qu'il a des doutes concernant le fait que la mort d'Audrey soit accidentelle et que tout ce cirque qui a lieu avec tout le cinéma, Hollywood, etc., il dit que lui, il en peut plus. Après, apparemment, il y a aussi une histoire d'argent dans les raisons de son départ, puisque avec Pippin, à ce moment-là, il se déchire pour une histoire de vol d'entreprise, d'argent disparu, une histoire de gros sous, quoi. Donc, à prendre avec des pincettes. Et puis Carlos Serra, il avait toujours défendu Pippin bec et ongles. Et là, d'un seul coup, il change de discours. Et en 2006, il écrit un livre à ce sujet qui s'intitule, je traduis, La dernière tentative, la véritable histoire de la championne Audrey Mestre et le mystère de sa mort. Dans ce livre, il revient sur la relation entre Audrey et Pippin, dont il dit qu'il pouvait se montrer abusif, manipulateur et violent avec Audrey. Selon lui, Pippin était jaloux d'Audrey, qui, fragile et malheureuse, avait déjà tenté par le passé de mettre fin à ses jours à 2 reprises. Et toujours selon Carlos, elle aimait Pippin à la folie et aurait tout accepté de lui. Elle aurait d'ailleurs découvert qu'il la trompait, et à ce moment-là, alors, elle aurait décidé de demander le divorce. Il raconte également que la veille de la plongée, Francisco aurait voulu absolument rajouter 10 mètres au record qu'Audrey s'apprêtait à battre. Il voulait qu'elle descende à 180 et elle aurait eu besoin de l'aide de Carlos pour le convaincre que c'était une mauvaise idée. Et puis aussi, Carlos, il a mené sa petite enquête, selon lui, et il a checké tout le matériel utilisé ce jour-là et rien n'était dysfonctionnel. La conclusion de son enquête, c'est que la seule chose qui a mené à la mort d'Audrey, c'est que la bouteille n'ait pas été gonflée. Bouteille que Pippin avait affirmé avoir gonflée, et ce, à plusieurs reprises. Et alors là, tenez-vous bien, Carlos, il arrive à une conclusion assez intéressante et rocambolesque. Moi, perso, je l'aurais jamais vu venir. Lui, qui connaît très bien tous les protagonistes de l'histoire, tous les bateaux, tous les matériels utilisés, qui était là tout le temps, qui connaît tout le monde, et vous savez ce qu'il pense ? Lui, il pense que Pippin n'a pas délibérément voulu tuer Audrey, mais qu'il l'aurait envoyée sous l'eau avec une bouteille vide dans le but de pouvoir la sauver de manière héroïque. Vraiment, il dit que Pippin n'aurait jamais été suffisamment idiot pour la tuer devant la presse et les caméras du monde entier, mais que sa soif constante de notoriété l'a poussé à mettre en scène cet accident pour pouvoir se poser en héros devant les caméras du monde entier. Et pour lui, la plongée profonde à l'air, les 90 mètres en 1 minute 35, etc., c'était prévu. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Audrey Mestre a perdu la vie dans ces circonstances tragiques et que une sécurité un peu plus étoffée aurait sans doute permis de l'avoir encore parmi nous aujourd'hui. Ces faits étant relativement récents, la quasi-totalité des protagonistes de cette histoire est encore vivante. Umberto Pellizzari, Tania Streeter, Carlos Serra, Pascal Barnabé et même Pippin. La vie a continué pour chacun d'eux. Pippin, il a refait sa vie, il a épousé une mannequin canadienne de 22 ans, avec laquelle il s'est installé à Miami aussi. En 2011, il a fondé une marque de nutrition, Shape Quest Nutrition, et en 2013, le documentaire d'ESPN sort. Là, c'est un coup de plus parce que le documentaire, il retrace le parcours d'Audrey et on voit beaucoup de protagonistes de cette histoire témoigner, y compris les 2 plongeurs de sécurité en profondeur. Tania Streeter témoigne également, elle dit qu'elle comprend pas pourquoi il y avait si peu de moyens de sécurité pour Audrey. Et dans ce documentaire, on apprend notamment de la bouche de plusieurs témoins qu'il était connu dans le milieu qu'Audrey vivait des violences conjugales et qu'elle souhaitait quitter Francisco à cause de cela, mais aussi à cause de ses infidélités. C'est compliqué parce que ce reportage, il relance les polémiques et les interrogations, surtout sur le ballon d'air vide. Puis tout le monde se remémore les images de Pippin dans un reportage de HBO le 28 octobre 2003, soit un peu plus d'1 an après le drame, où on voit Francisco dire que la responsabilité de remplir la bouteille du ballon, c'était une responsabilité d'équipe et que c'est une erreur collective, c'est comme ça, tant pis. Et à aucun moment on a de mea culpa. Au moins dire « je me le pardonnerai jamais, je sais que c'était la responsabilité de tout le monde, mais moi, pourquoi j'ai pas regardé, je sais pas ». Mais ensuite, on lit le livre de Pippin, on change d'avis.
Il donne une toute autre version des faits, touchante, émouvante. Et après tout, dans sa culture, l'homme n'est-il pas censé être, ou en tout cas paraître fort, sans émotion apparente? Peut-être que c'est juste pas dans son tempérament de fondre en larmes devant les caméras du monde entier, de se lamenter. On sait pas, en fait. Pippin, il a fait d'ailleurs un peu plus parler de lui ces 3 dernières années, puisque Netflix s'est inspiré de cette histoire pour faire un film en 2022 qui s'appelle Sous emprise. Ce film, c'est l'histoire de Roxana qui rencontre Pascal, champion du monde d'apnée no limite, et elle en tombe follement amoureuse. Elle découvre avec lui une discipline aussi fascinante que dangereuse, des compétitions et des spots de plongée aux 4 coins du monde. Elle repousse ses limites au fil d'une histoire passionnelle qui la consume. La fin est tragique. Sous emprise se dit inspiré d'une histoire vraie, et ce film est numéro 1 Netflix en France et numéro 2 dans le monde entier. Et ce, peu de temps après sa sortie. Dedans, la théorie du meurtre semble prédominer. Donc Pippin, il est pas fan du tout, et il porte plainte pour diffamation, mais en 2024, il perd ce procès. Son avocat avait indiqué d'ailleurs qu'il ferait appel, mais je sais pas trop s'il l'a vraiment fait, et si oui, où ça en est. Faudra que je regarde, je vous dirai en commentaire. En tout cas, les parents d'Audrey, qui sont toujours très proches de Pippin aujourd'hui, décident de s'exprimer lorsque le film sort. Il faut savoir qu'ils aiment beaucoup leur ancien gendre, ils se voient toujours, même avec sa nouvelle épouse, et ils s'envoient des petits messages par réseaux sociaux interposés. Et donc le 12 septembre 2022, à l'occasion de la sortie du film, ils écrivent un message public sur Facebook que je vais vous lire, afin que vous ayez tous les éléments pour vous faire une opinion, parce que il s'agit quand même des parents d'Audrey, dont elle était très proche, et même s'il est vrai que les victimes d'emprise et de violences conjugales sont souvent amenées par leurs bourreaux à mentir à leur entourage, à faire bonne figure, je vous rappelle que ni vous ni moi n'étions présents avec eux à l'époque, que nous n'avons jamais rencontré Audrey et Francisco, alors que ses parents, eux, même s'ils ne savaient peut-être pas tout, ils l'ont mise au monde, ils l'ont élevée, ils la connaissaient mieux que quiconque, et même s'il y en a qui disent qu'ils sont juste sous l'emprise et manipulés eux aussi, leur témoignage est crucial et se doit d'être entendu. Bonne journée à toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook. Ce commentaire intervient après la sortie du film français Sous emprise, diffusé sur Netflix. Nous tenons à préciser qu'à aucun moment, mon mari et moi, ou Pippin, nous n'avons été contactés pour demander notre opinion et surtout notre permission. Cependant, il me semble très important, lorsque vous prétendez faire un film sur un événement réel, vérifier toutes les sources et obtenir aussi toutes les autorisations nécessaires. Sinon, tout le monde peut écrire sur n'importe quoi, soi-disant une histoire vraie. Quelle valeur ce document, film ou autre élément peut-il avoir sans vérification et autorisation ? Ce film est basé sur un livre écrit par un des membres de l'équipe de Pippin, qui était au moment de l'accident en République dominicaine. Elle parle de Carlos, parenthèse. Je l'ai rencontré à Miami, chez Pippin et Audrey, mais rien d'autre. Cependant, j'ai un très mauvais souvenir de cette personne. C'est cette personne qui m'a raconté la mort de ma fille au téléphone et de manière inhumaine. Le 11 octobre 2002, Audrey m'a promis lors de notre conversation téléphonique quotidienne de m'appeler le lendemain après le record pour me dire comment tout s'est passé. N'ayant reçu aucun appel d'elle, j'ai passé l'appel moi-même, en vain. Plusieurs tentatives se sont passées avant que quelqu'un ne me réponde dans la chambre. C'était Monsieur Carlos Serra. Je me suis présentée et j'ai demandé comment était le record. La réponse de Monsieur Serra, il y a eu un accident. Je pose la question qui a été blessé, et puis vient la réponse, Audrey est morte. Quel manque de tact, de sentiment, d'humanisme d'annoncer une telle nouvelle à une mère à des milliers de kilomètres de sa fille. J'habite au Mexique et j'y étais, sauf que ce jour-là, mon mari était en voyage en France. Imaginez qu'après cette brève conversation, je n'ai jamais voulu lire votre livre. J'ai même été surpris quand j'ai appris qu'il s'était permis d'écrire un livre sur une histoire dont je ne connaissais que la fin. J'ai toujours été très proche d'Audrey, et plus tard, de son compagnon. On s'appelait presque tous les jours et on échangeait des fax ou des emails quand on ne passait pas quelques jours ensemble au Mexique ou à Miami. Nous étions très connectés et elle n'a jamais fait allusion à des problèmes de couple ou à des désirs de divorce. Et lors de nos fréquentes visites chez elle, nous n'avons jamais eu le sentiment qu'il y avait une quelconque discorde. Nous n'avons pas lu le livre, nous n'avons pas vu le film, mais nous avons lu le résumé et cela a suffi pour nous faire une opinion sur le peu de vérité qu'il contient. Si Audrey avait voulu le divorce, elle l'aurait fait, record ou pas record. Le résumé dit que Pippin était jaloux du succès de sa femme. Mais s'il avait été jaloux, il n'aurait pas ouvert les portes du succès. Il aurait fait en sorte qu'elle reste dans son ombre, ce qui n'était pas le cas. Qui l'a humiliée ?
Audrey n'était pas une personne qui se laissait humilier. Elle avait la réponse facile. Nous nous adressons à toutes les personnes qui connaissent Pipine depuis longtemps et qui ont eu la chance de rencontrer Audrey. Ce film français, Sous emprise, ne reflète pas votre histoire d'amour personnel ou votre amour pour la plongée. Nous ne comprenons pas comment une entreprise comme Netflix, connue et appréciée dans le monde entier, peut autoriser la diffusion de longs métrages sans avoir reçu au préalable les autorisations nécessaires. Merci de nous suivre jusqu'au bout de ce commentaire et surtout de le diffuser largement sur les réseaux sociaux. Anne-Marie Mestre, la mère d'Audrey, Jean-Pierre Mestre, le père d'Audrey. Ce sont les mots de parents qui ont perdu leur fille. Eux non plus ne détiennent pas la vérité, c'est toujours compliqué, je pense que personne ne la connaîtra jamais. Pour vous donner mon avis, je ne crois pas à la théorie selon laquelle Audrey aurait vidé la bouteille elle-même pour mettre fin à ses jours. Celle-là, je l'ai vue passer sur les forums et tout. Bon, c'est pas impossible, surtout s'il est vrai qu'elle avait déjà tenté à 2 reprises d'en finir, comme le dit Carlos Serra. Mais bon, je pense pas qu'elle l'aurait fait ainsi. Et surtout, les images vidéo d'elle qui, à 171 mètres, essaye désespérément de gonfler le ballon, m'empêchent de penser cela. Si elle a voulu se tuer, en tout cas, à ce moment-là, elle avait bien changé d'avis. Je ne pense pas non plus que ce soit Pipine qui ait voulu la tuer. Ils avaient probablement de gros problèmes de couple, parce que moi je me dis que tous ces témoignages de disputes, de bleus, etc. ne peuvent pas venir exclusivement de personnes malveillantes, qui d'ailleurs n'ont pas forcément d'intérêt à raconter ça, donc je serais tentée d'y croire. Et surtout qu'en plus, travailler avec quelqu'un qui est aussi la personne avec qui tu vis, et en plus de ça, c'est ton entraîneur. Et la relation entraîné-entraîneur, c'est une relation très compliquée. Relation mari et femme, c'est très compliqué. Relation business partner, c'est très compliqué. Fusionner les trois, j'ose même pas imaginer ce que ça a dû être. Donc je pense que c'est probable qu'ils aient eu des gros problèmes de couple. Pas impossible en tout cas. Est-ce que c'est un mobile pour essayer de tuer sa femme ? Je ne sais pas. Ce qui me fait vraiment écarter cette option, c'est que Pipine, il a vraiment risqué sa vie en faisant ce que Carlos Serra appellera plus tard sa plongée d'Ardeville, parce qu'il faut bien se rendre compte que ce qu'il a fait, à savoir surface 90 mètres, surface en 1 minute 30, mais c'est extrêmement rapide et extrêmement dangereux. Pour ses oreilles, pour son système nerveux, pour tout, pour sa vie. Sachez que pour descendre sur une épave à 40 mètres, j'ai déjà vu des gens prendre 2 minutes. Et c'est un temps correct, juste pour la descente. Donc là, en 1 minute 30, descendre à 90 et remonter, c'est un exploit complètement inconscient et désespéré. Donc on est obligé de constater qu'il a mis sa propre vie en danger pour tenter de sauver celle d'Audrey. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé d'infos sur les suites de sa plongée. Et ça m'intéresse énormément. Est-ce qu'il a été mis sous O2 ? Est-ce qu'il a dû faire un tour en caisson hyperbare ? Si oui, combien de temps ? Est-ce qu'en fait, il a rien fait de spécial et il a jamais eu aucune séquelle parce que c'est un miracle et que c'est une force de la nature ? Ça, j'aurais vraiment aimé savoir. Donc si quelqu'un parmi vous a des informations, je suis preneuse. À l'heure actuelle, j'ai pas l'info. Est-ce que c'était pour se poser en héros devant les caméras du monde entier ou non ? Même s'il avait fait tout ça pour ça, je continuerais de penser que c'est la faute de tout le monde. Parce que tous les autres, Audrey y compris, lui auraient laissé le champ libre pour organiser une pareille mascarade. S'il y avait eu suffisamment de sécurité sur cet événement, s'il y avait eu un plongeur tous les 10 mètres, du matériel récent et correctement vérifié, etc., Pipine, il n'aurait jamais pu mettre cela en scène. En cas de problème, ça aurait été d'autres maillons de la chaîne de secours qui auraient secouru Audrey, pas lui. Et même s'il avait voulu faire ça, ça aurait pas été complètement de sa faute, ça aurait aussi été de la faute de ceux qui ont permis qu'il puisse mettre ça en place de par le manque de sécurité. Je vais peut-être un peu loin. Pour moi, c'est également en tout cas de la faute de Carlos Serra, parce que c'est bien facile de venir accuser ensuite une fois qu'il y a des problèmes d'argent, mais en vrai, il était partie prenante de cette aventure. Il avait un poste important à la IFD, et c'était aussi à lui de dire que non, on ne fait pas une expédition avec si peu de sécurité et du matériel obsolète, même si c'est pour des raisons économiques. L'argent ne devrait jamais passer avant la sécurité. C'est aussi un peu de la faute des plongeurs de sécurité, qui auraient dû, selon moi, avoir la présence d'esprit de réaliser qu'ils étaient hautement insuffisants pour pouvoir réagir efficacement en cas de problème grave et refuser d'intégrer un dispositif aussi léger. Pour moi, c'est aussi un peu de la responsabilité d'Audrey. Je vous dis, ça me fend le cœur de le dire, mais pour moi, c'est la faute de tout le monde. Parce que Audrey, elle était consciente des risques qu'elle prenait et il lui appartenait de refuser de plonger dans ces conditions. Mais a-t-elle vraiment eu le choix ? Est-ce qu'on était dans une situation d'emprise où elle n'avait pas le choix ? Ou est-ce qu'elle aurait protesté devant ces conditions, mais Pipine ne lui aurait pas laissé le choix de plonger ? Est-ce qu'elle s'en remettait totalement à lui pour l'organisation et qu'elle ignorait certaines choses, comme par exemple le fait qu'on avait pris un dentiste plutôt qu'un médecin hyperbare ? Est-ce que si elle avait su cela, elle aurait refusé de plonger dans ces conditions ?
Ou est-ce que en fait elle était simplement comme Pipine, ambitieuse, passionnée et qu'elle se moquait un peu des règles de sécurité? C'est possible aussi, on ne sait pas. Si elle était prête à aller au bout de son sport en prenant tous les risques et en faisant fi de la sécurité, elle a aussi sa part de responsabilité. Je pense que tous étaient conscients des risques, mais que tous, les plongeurs de sécurité, Audrey, Pipine, Sarah, etc., s'en moquaient un peu parce qu'ils avaient une énorme confiance dans les capacités d'Audrey. Je pense que leur erreur à tous, c'est d'avoir mis de la sécurité par principe, mais de n'avoir jamais vraiment pensé une seule seconde qu'il pourrait un jour se passer quelque chose pour de vrai. J'ai la conviction que Pipine, il a vérifié la bouteille, ou qu'il avait l'intention de le faire, et qu'il a oublié, qu'il pensait qu'elle était pleine, mais pour moi, c'est un peu de sa faute à cause de sa négligence, de son mépris de la sécurité dans laquelle il a certainement entraîné toute son équipe. Parce que c'était lui la figure d'autorité, le décisionnaire, le génie. S'il dit que ça, c'est pas important, tous les autres le suivent. Si plusieurs membres de l'équipe avaient refusé de participer à l'événement dans ces conditions, peut-être Pipine aurait-il été forcé de revoir les choses. Mais je ne pense pas qu'il ait mis en scène un sauvetage héroïque. En tant que monitrice de plongée, je sais que la plongée qu'il a effectuée pour la récupérer aurait pu le tuer. Et le fait qu'il ait risqué sa vie à ce point-là pour tenter de la sauver, je refuse de croire que ce soit juste pour un peu de gloire dans la presse. Je suis peut-être naïve, mais je refuse de croire que quiconque soit capable de cela pour ces raisons-là. Et en tant que plongeuse et adepte de sports à risque, plongée, équitation, ski, je sais également que la passion et le goût de l'adrénaline peuvent te pousser à faire des choses très risquées en étant consciente des risques. J'ai moi-même fait de grosses bêtises en plongée qui auraient pu me coûter la vie, et j'en étais consciente à ce moment-là. On n'est pas toujours raisonnable quand on est sportif et passionné, alors allez voir quand on tente de battre un record du monde. Et en tout cas, c'est très facile, des années après, de réécrire l'histoire avec des si, et cela ne ramènera pas cette merveilleuse naïade qu'était Audrey Mestre. Aujourd'hui encore, en 2026, personne n'a pu battre son record. Même si ce dernier est toujours officiellement détenu par Tanya Streeter et ses 160 mètres, puisque Audrey a plongé jusqu'à 170, mais elle est remontée en syncope, donc ça ne compte pas. Aucune femme n'a, depuis, atteint cette profondeur record. Vous en savez désormais autant que moi sur cette histoire, et je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de cette affaire. Accident, négligence ou quelque chose de plus sombre? J'attends vos avis et vos théories, soit directement en commentaire sur cette plateforme, soit sur Instagram, où on débat tous ensemble des différentes affaires traitées sur ce podcast. Et si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez les rapports d'autopsie, les documents d'enquête, les photos et toutes les sources utilisées pour cet épisode sur www.courantsobscurs.fr. Mais avant de vous laisser, j'aimerais quand même mettre au clair juste quelques petits points. Tout d'abord, j'aimerais que vous soyez bien conscient que ce podcast traite d'affaires dont les protagonistes sont bien souvent toujours en vie. La plongée bouteille, l'apnée et les sports marins en général sont des sports très récents. Pour la plupart, ils ont émergé dans les années 1900-1950 et de ce fait, les affaires que je choisis pour ce podcast ne sont pas bien vieilles et souvent les personnes dont je parle sont encore vivantes et actives. C'est le cas ici de Pipine qui continue de vivre, de plonger, de donner des cours, des conférences, d'avoir des sponsors. Je crois qu'il est dans la team Crécy comme sa femme d'ailleurs, sa femme actuelle, Nina. Ils ont Facebook, Instagram, une chaîne YouTube et sous leurs vidéos YouTube comme leurs posts Facebook, j'ai pu voir des commentaires du style « Ne la tue pas celle-ci » ou « Je n'en reviens pas qu'il ne soit pas en prison après avoir tué Audrey, etc. etc. » J'espère donc de tout cœur que, quelle que soit votre opinion sur cette histoire, vous n'irez pas déverser de haine ou de commentaires malveillants sur les réseaux de Pipine ou sa femme. J'ai très envie de lire vos théories et vos avis en commentaire, ici ou sur Instagram, qu'on en débatte ensemble, mais dans le respect, et sur ces espaces dédiés. Moi, la première, je pense que Pipine est coupable à minima de négligence et de mise en danger de la vie d'autrui, et que ce sont des faits condamnables devant la justice de nombreux pays. Mais de un, je vais pas aller lui balancer tout cela à la figure sur ses réseaux sociaux. Et de deux, même s'il avait été condamné pour cela, il aurait fini par sortir et il aurait eu le droit à ce moment-là à une réinsertion. On a tous droit à une seconde chance, et une vraie seconde chance, ça se fait hors haine et malveillance. J'ai également une pensée très forte pour les parents d'Audrey, Anne-Marie et Jean-Pierre Mestre, qui continuent d'honorer la mémoire d'Audrey, notamment au travers d'un site officiel, www.audreymestre.com. Il est super bien fait, il retrace tout son parcours, mais pas que. On parle également de la femme qu'elle était, de son enfance, des personnes qui comptaient pour elle, notamment les plongeurs de sécu d'ailleurs. On y trouve tous ses accomplissements, dans et hors de l'eau, ses talents, notamment ses dessins, ses photos. Et sa mère écrit régulièrement sur ce site des lettres à son intention et c'est vraiment très beau. Le site contient aussi les mots d'Audrey pour son ami Cédric Darol, le plongeur de sécu en profondeur décédé un an avant sa plongée tragique à elle. Et à l'heure où j'écris et enregistre cet épisode, je n'ai pas encore prévenu la famille d'Audrey de mon intention de sortir ce podcast. J'ai peur de les déranger pour rien, de remuer le couteau dans la plaie inutilement, et puis je suis pas M6 ou Le Monde, je fais mon petit podcast dans mon garage.
Il y a une partie de moi qui me dit de ne pas troubler leur quiétude pour si peu, d'autant que j'aurais peur d'être maladroite. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vous dirai sur Instagram. En tout cas, s'ils m'entendent, je tiens à leur présenter mes excuses si j'ai pu être maladroite dans mes propos, dans ma façon d'aborder le sujet ou s'il y a des erreurs dans les faits énoncés dans ce podcast. Je tiens à affirmer ma profonde admiration pour Audrey, pour tout ce qu'elle a représenté et représente encore. Et mon choix de son histoire pour ce podcast n'a été motivé que par cette admiration que je lui porte. Je souhaite simplement créer un moment de partage, de mémoire et d'enseignement tiré des erreurs passées. Enfin, j'aimerais souligner la difficulté du travail de recherche qui a été nécessaire pour la réalisation de cet épisode, de par la multitude de faits erronés, fantaisistes ou délibérément diffamatoires qui circulent sur Internet au sujet de cette histoire. Même les médias sérieux et traditionnels ont colporté de fausses informations. Je vous mettrai notamment les articles du Parisien et d'autres journaux qui sont parus pour annoncer le décès d'Audrey et qui racontent des versions un petit peu, voire très erronées des faits. C'est toujours difficile de démêler le vrai du faux, d'autant plus que la presse... Quand c'est pas de la presse spécialisée, elle a toujours du mal à traiter les sujets un petit peu trop techniques pour elle et la plongée, alors là, Dieu sait que c'est technique. Donc c'est la raison pour laquelle, comme pour toutes les affaires dont il est question sur ce podcast, je vous mettrai toutes les sources sur www.couransobscurs.fr afin que vous puissiez les éplucher si vous en avez l'envie et vous faire votre propre opinion. Merci d'avoir écouté Courants Obscurs, prenez soin de vous et à la prochaine.